Les réformes portuaires, les réformes agricoles, les réformes administratives et institutionnelles, les réformes douanières, les réformes sécuritaires, les réformes au niveau des finances publiques et j'en passe. Bien des réformes ont eu lieu, sont en cours d'exécution et ou en voie d'initiation dans notre pays, le Bénin. Les réelles raisons des réformateurs sont bien souvent peu connues ou pas du tout du grand public, mais une évidence frappe l'œil. La quasi-totalité des dites réformes a échoué ou est en voie de l'être. Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend du moment où vous nous recevez. Bienvenue à l'émission Ma part de vérité. Pourquoi ces échecs en masse de nos réformes? Parce que les Béninois ne savent pas réformer? Parce qu'ils sont hostiles aux réformes? Pourquoi? Ou tout simplement, faut-il réformer l'irréformable pour parvenir à une société de bonheur pour tous? Faut-il réformer l'irréformable au Bénin? C'est la préoccupation qu'aborde ce numéro de l'émission Ma part de vérité. Et pour en parler, nous avons invité un expert, il faut oser le dire, des questions de réforme. Monsieur Simon Narcisse Tometi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un devoir. Vous êtes consultant-chercheur, vous êtes formateur, vous êtes conférencier, spécialiste des questions institutionnelles et de renforcement de capacités. Mesdames, Messieurs, Simon Narcisse Tometi est ingénieur d'agriculture, gradué en ingénierie de développement local. Il est détenteur d'un DEA, diplôme d'études approfondies, sur le thème « Interface entre homme, nature et problèmes d'aménagement ». Il a obtenu ce DEA à l'université Jean Moulin, Lyon 3. Il est titulaire d'un doctorat en géographie à l'université de Limoges. Il a coordonné plusieurs missions d'appui des réformes sectorielles dans plusieurs pays d'Afrique. Monsieur Simon Narcisse Tometi fut expert de l'Union européenne, il est encore. Il est expert de l'Union européenne en aménagement du territoire en Centrafrique. Au titre des réformes du secteur de la santé, il était chargé des études de la sécurité. Voilà, il vient d'apporter la précision. Dans le secteur de la sécurité, il était chargé des études de conflictualité territoriale et des stratégies de réinsertion des êtres rebelles. En février 1990, il était délégué à la Conférence nationale des forces vives de la nation. Monsieur Narcisse Tometi, vous êtes auteur de plusieurs publications. Vous êtes encore expert de l'Union européenne. Tout à fait. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est tout un plaisir de vous avoir. On le sait, vous avez un agenda suffisamment chargé. Si on n'arrivait pas à vous mettre la main cette fois-ci, ça fait encore dans plusieurs mois. Alors, monsieur Narcisse Tometi, faut-il réformer les réformables afin que nous puissions avoir une société de bonheur pour tous? Allons tout de suite dans l'essentiel. Merci beaucoup. Pour avoir une société de bonheur, il faut avoir une société d'abondance, une société d'éthique, de morale et une société dépourvue des pratiques de prédation des biens communs. C'est ça. Avant de parler de réforme, c'est que le 20 ou le 21 décembre dernier, le chef de l'État, avec insistance, a prononcé 3 fois cette expression « réformer l'irréformable ». Oui. Tout le monde entier l'a entendu. Réformer l'irréformable. Ça a frappé bien des gens. Tout à fait. Et il a ajouté, je ne sais pas si le mot existe, l'irréformable. Mais pourquoi le chef de l'État, à quelques mois de la fin de son mandat, découvre la nécessité de réformer l'irréformable? Parce que ce que nos maîtres nous ont enseigné, on ne réforme pas un État en fin de régime. C'est un principe institutionnel. On ne réforme pas un État en fin de régime. C'est un principe institutionnel.
Parce qu'une réforme se prépare et repose sur une pédagogie de la réforme, demande aussi qu'on dispose d'un vivier de réformateurs assermentés et sécurisés, parce que la réforme est un processus qui s'inscrit dans la durée. Alors, si les réformateurs sont dans une posture d'instabilité, vous comprenez, là, on rentre dans un schéma qu'on appelle la succession des ruptures. C'est ça. Ce n'est pas l'absence de coup d'État dans un pays qui fait d'un pays un pays stable. Le Bénin n'est pas un État stable. Vous le dites. Et je confirme. Le Bénin n'est pas un pays stable. Pas du tout. Vu du point de vue de la modélisation institutionnelle, le Bénin n'est pas un pays stable. C'est un pays institutionnellement instable. Parce que pour qu'il y ait la stabilité institutionnelle dans un État, le principe de base, c'est qu'il existe dans le pays un système de gestion des carrières qui permet de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Deuxième élément de la stabilité, c'est l'exemplarité des gouvernants. Je reviendrai sur ces éléments-là. Vous ne pouvez demander un peu d'excès si vous-même vous ne montrez pas l'exemple à suivre. La jeunesse est confrontée aujourd'hui à un déficit d'exemplarité des gens, à tous les niveaux. Vous savez, en termes de pouvoir, ce qui fait le sens public, c'est la symbolique du pouvoir. C'est cela qui fait la puissance publique. C'est la symbolique du pouvoir. Et la symbolique du pouvoir recommande que quand vous êtes dirigeant, vous évitiez de prononcer certains mots, certaines phrases, de vous comporter de certaines façons en public. Vous n'êtes plus n'importe qui. Mais quand je vois un ministre en train de danser d'une certaine manière que la télévision présente et que je mets en place ma grille d'analyse institutionnelle, désolé, c'est l'écroulement des symboles. Ça ne se fait pas. Les fonds disent nouvelle, ouais. C'est ça. L'écroulement des symboles. Parce que ça relève de ce qu'on appelle les gestes inopportuns. Et vous avez une multiplication de ces gestes. Quand, pour des questions devant faire l'objet d'un dialogue politique ou de dialogue social, argument contre argument, des ministres se mettent dans la rue pour marcher. La gestion de l'État ne se fait pas dans la rue. Il y a des lieux symboliques dans lesquels on gère les affaires de l'État. Nous avons de sérieux problèmes comportementaux. Et vous le voyez à tous les niveaux. À tous les niveaux de responsabilité, ou autant du côté des responsables que du côté des simples citoyens. À tous les niveaux, je vous dis. Vous savez, j'ai acheté cet ouvrage en 1995. La crise de l'intelligence. Je viens. Vous avez vu, je l'ai entièrement lu à plusieurs reprises dans toutes mes missions. Ce bouquin est toujours dans mon sac. Encore qu'on sait que vous êtes toujours entre deux avions. Un peu moins maintenant. Cet ouvrage a été écrit par un brillant universitaire, Michel Crozier. C'est un sociologue des organisations. La crise de l'intelligence, et c'est sur l'impuissance des élites à se réformer. Le deuxième ouvrage qui a façonné mon intelligence, et peut-être certaines rigueurs qu'on me reproche, c'est un ouvrage écrit par le professeur Maurice Duverger, que j'ai lu pour la première fois en 1981, qui m'a été offert par un coopérant français, intitulé « Les orangers du lac Balaton ». C'est un ouvrage qui traite du conflit entre le politique et le technique. Les orangers du lac Balaton, c'est écrit par les universitaires. Ce monsieur est un universitaire. C'est que, qu'est-ce que je constate au Bénin? Nos universitaires sont absents des grands débats sur les questions de réflexion sur le modèle institutionnel de notre pays. Les universitaires sont absents. Je confirme. Sur les grands débats qui doivent déboucher sur des modèles dans notre pays. Modèle institutionnel. Modèle institutionnel. Ce monsieur a bousculé les habitudes. Vous les accusez. Je les accuse. Ou bien peut-être ils de sont leur entrés dans indifférence. le jeu de la crise, de l'intelligence peut-être. J'en viendrai. Puisqu'on observe bien parfois certains grands intellectuels, grands universitaires qui sont dans le jeu. Vous savez,
c'est quoi la science? C'est tout ce qui peut rendre l'homme consciencieux. Si vous décomposez le mot conscience, vous avez connerie ou con et la science. Mais on m'a dit con en espagnol veut dire avec. Donc la conscience c'est avec la science. Et la science c'est pour rendre sensible. Si vous refusez de faire les choses selon les normes, les valeurs, les principes, les règles, vous êtes dans la connerie. Et quand quelqu'un est dans la connerie, on dit il est inconscient. Vous comprenez? Donc la conscience vise à éduquer les gens à être moins cons. Ce n'est pas autre chose. Et les deux éléments qui structurent la conscience, qu'elle soit individuelle ou collective, c'est la morale et l'éthique. Et ces deux mots ont déserté le forum à tous les niveaux dans notre pays. Monsieur Tométine, est-ce que vous ne voyez pas que vous y allez un peu trop fort? Je m'explique. C'est quoi la morale? C'est la capacité qu'a une personne, quelle que soit la position qu'elle occupe dans la société, de pouvoir discerner le bien du mal. C'est ça la morale, ce n'est pas autre chose. Le reste, c'est des détails. Mais l'éthique, c'est la capacité que se donne une personne pour ne pas dépasser les limites tolérées par la société dans laquelle il évolue. Vous pouvez vous-même vous donner des limites non franchissables, comme ces limites peuvent être données par le système de la régulation sociale, la loi, les règlements. Dans notre pays, quel est le ministre qui a été évalué une seule fois, à partir de la charte du gouvernement, qui est une charte des valeurs? Aucun ministre n'a jamais été évalué depuis le temps du président Kérékou jusqu'à l'heure où je vous parle, à partir de la charte d'action du gouvernement. Pourtant, à chaque fois, les gouvernements se dotent de chartes. Bien sûr. Mais lisez ces chartes. Je vais plus loin. Vous savez qu'il existe la charte des valeurs de l'Union africaine. Le Bénin a ratifié cette charte. Il existe une charte de l'administration publique de l'Union européenne, de l'Union africaine. Le Bénin a ratifié cela. Quand vous lisez ces chartes, vous dites on n'a même plus besoin d'élaborer d'autres chartes. C'est si bien élaboré. Les valeurs que l'administration publique doit incarner, qu'un ministre doit incarner, qu'un directeur général doit incarner, qu'un simple citoyen comme moi, tout est bien formalisé dans ce document. Mais combien de gens ont connaissance de ces documents-là? Combien de ministres ont lu une fois même ces documents? N'est-ce pas une obligation à tout responsable public de se trouver cette charte et de la respecter? Quand je vois la télé, Oui. le chef de l'État reçoit quelqu'un ou doit prononcer un discours. Vous avez combien de drapeaux? Il y a le drapeau du Bénin et le drapeau de l'Union africaine. Mais le drapeau, c'est un symbole. Et ce symbole est véhiculé à travers aussi la charte africaine des valeurs et la charte africaine de l'administration. Combien de ministres de la République connaissent ces chartes-là? Je vais plus loin. Les gens confondent la vision politique d'un secteur avec la vision institutionnelle d'un secteur. Aucun ministère au Bénin ne dispose d'une vision institutionnelle. Vous savez, c'est la vision institutionnelle qui détermine le type d'administration qu'il faut pour le secteur en vue de porter la politique du secteur. Il y a un auteur qui a dit, quand on ne connaît pas, on apprend. Quand on connaît, on enseigne. Nous avons beaucoup de gens qui font semblant au Bénin ici. Parce que, vous savez, c'est le système de nomination des gens qui pose problème. Ce n'est pas le diplôme qui fait la compétence. Ce n'est pas non plus le nombre d'années de carrière qui fait l'expérience. L'expérience, c'est le nombre de cas que vous avez vécus, que vous avez traités et internalisés. Nous avons beaucoup de directeurs, même à des postes techniques, qui sont devenus de simples administratifs. Ce qui fait que
la capacité de réflexion stratégique sur leur propre structure, ça n'existe pas. La capacité d'innovation à l'intérieur de leur structure, Oui. cette capacité est très faible. Vous savez, ça fait 20 ans que j'observe le système administratif béninois. Personne ne m'a demandé, hein. Ça, c'est ma façon d'accompagner Dr Yahi Boni. En 2012, j'ai sorti ce document que vous connaissez peut-être. Oui, Bénin, de la crise systémique des valeurs à la crise cyclique des réformes. 15 propositions de sortie de crise. Ouais. Voilà. Dans ce document, vous avez les 25 crises qui secouent le Bénin. Cela veut dire que c'est 25 crises qui secouent notre pays. C'est dedans. Hein. N'est-ce pas un peu trop ou... C'est pas un peu trop. C'est pas un peu trop. J'ai rien inventé. J'ai répertorié les crises. Hein, les 25 crises sont dedans. C'est là. Ce document a été distribué. C'est avec mes petites économies que je l'ai rédigé, distribué. Après ça, le chef de l'État, souvenez-vous, a parlé de dictature de développement. Oui, il en a parlé. Ça a créé tout un tollé. Voilà. Moi, j'ai été séduit par le concept. Je suis chercheur, vous comprenez. Moi, je ne saute pas sur le discours. Je prends un peu de recul pour voir ce que je peux faire d'un discours d'un chef d'État. Je suis chercheur, je suis formateur. Hein, j'ai besoin d'idées, j'ai besoin d'analyser, j'ai besoin de prendre un peu de hauteur et voir quel est le modèle qu'incarne le discours qu'on me sert. Donc, j'ai théorisé la dictature de développement. C'est avec mon argent que je l'ai fait. Ça a été distribué. Ça, Dictature du développement. oui, ça c'est en février 2013. Il y a, au cours du dernier trimestre, je crois, 2013, les évangélistes se sont retrouvés au centre de conférence des chargeurs, là, Oui. vers la radio, oui. CNCB. Conseil national des chargeurs du Bénin. Donc, je faisais partie des 2 conférenciers qu'ils ont invités. Ils ont invité un théologien, professeur, qui arrivait de la Suisse, et puis il y avait moi. Alors, ils m'ont dit de leur présenter une communication sur la situation institutionnelle de notre pays. Ce que j'ai fait. Oui. J'ai tiré ce document en 300 exemplaires avec mon argent que j'ai donné à tous les participants. Et à cette rencontre... La situation institutionnelle de notre pays. Tout à fait. J'aurais pu venir avec cette communication. J'ai envoyé un message très fort au président de la République, Dr Yahi Boni, à cette conférence. Parce qu'il y avait des ministres qui ont assisté. Des ministres en activité et des anciens ministres. Soyez rassurés, s'il y a des évangélistes, c'est qu'il a reçu le message. Non, c'est parce que je sais que c'est son obédience que j'ai envoyé un message fort pour lui dire, moi, mon souhait, en tant que simple citoyen, c'est de le voir finir en beauté ces 10 ans de pouvoir. Et de dire au chef de l'État qu'il ne sert à rien en fin de régime de multiplier les chantiers de BTP et les chantiers de réforme, etc. Non. Ce qui a été commencé, qui puisse terminer en beauté. Ah non, là, il ne sera pas d'accord avec vous. Il peut ne pas l'être. Je sais que tous les jours, oui, peut-être au moins vous êtes assis là et en train de lancer un chantier de BTP. c'est possible. Mais pourquoi j'ai envoyé ce message? Vous savez, l'histoire ne retient pas le début d'une aventure d'un homme politique. L'histoire ne retient que l'image dernière. Donc, le chef de l'État, normalement, sa cellule de communication, j'imagine qu'il y a des politologues dans cette cellule, que la communication n'est pas seulement de nous faire voir chaque fois le chef de l'État. Hein? C'est de faire en sorte que, dans notre conscience individuelle et collective, nous puissions accueillir chaque fois en beauté, surtout, l'image du chef de l'État et l'accompagner en beauté jusqu'à la fin de ces 10 ans de pouvoir. Ce n'est pas le cas quand moi je vois le système de communication politique du chef de l'État. Et ce qui me gêne, vous savez, tous les ministres du gouvernement, tous les préfets, tous les maires, tous les directeurs généraux, et j'en oublie, tous les partisans,
tout le monde travaille pour l'image du président de la République. Mais tous ces gens-là dont je viens de parler, aucun d'eux ne travaille pour l'image de leur propre structure et pour l'image du Bénin. Donc il y a un effet concentrationnaire de construction, de façonnage de l'image d'une personne. C'est vrai, le président de la République est une institution. Mais que vaut l'image embellie d'un chef d'État avec des ministères qui sont dans la déchéance institutionnelle, avec des images dégradées, détestées par les citoyens, avec un pays qui est de moins en moins mal perçu quand vous sortez du Bénin. Allez au Togo, tout près ici, allez au Burkina, allez au Mali, allez au Sénégal, pour entendre ce qu'on dit du Bénin. En 2013, les gens m'ont parlé du Bénin en Mauritanie, j'ai eu honte. Je ne vais pas dire ici ce qu'on m'a dit. Non, mais est-ce que c'est vrai ce qu'ils ont dit? C'est vrai. Même au Mali, en 2000... Le Mali qui est en déchéance? Mais écoutez, c'est le Mali qui m'a poussé à écrire ce document. C'est le Mali qui m'a poussé à écrire ce document. Renforcer la gouvernance pour crédibiliser l'État en Afrique. Et vous voyez l'Afrique avec des insectes. Oui. Et chaque insecte a un mot. Ce sont les mots qui ruinent, qui rongent l'Afrique. Impunité. Improvisation. Injustice. Oh non, je ne vais pas continuer. Mais le mot le plus dangereux de tout ça, c'est l'insatisfaction du peuple. C'est ça que vous avez là. Et c'est l'insatisfaction qui est à la base de tous les mouvements de rébellion sur le continent africain. On parle de Boko Haram. Oh non. Ce n'est rien d'autre que l'insatisfaction du peuple. L'échec de tous les programmes d'aménagement du territoire. C'est ça qui a conduit à... Vous savez... C'est là qui a conduit à Boko Haram? En 2010, quand je restituais le deuxième atlas sur la conflictualité territoriale en République centrafricaine, présidé par le Premier ministre, en présence de tout le corps diplomatique, et 6 ministres, et la majorité des hauts gradés, et la coopération internationale. En 2010. En 2010. 2010. J'ai dit, attention, Boko Haram risque de faire de la RCA son refuge pour la propagation de la violence en Afrique de l'Ouest et du Centre. Si j'étais un blanc, on allait prendre très au sérieux ce que j'ai dit là. Si j'étais un militaire, peut-être on m'aurait pris un peu au sérieux. Mais Boko Haram est au Cameroun aujourd'hui, non? Oui. Hein? Oui. Qu'est-ce qui vous dit que Boko Haram n'est pas en Centrafrique déjà? Vous savez comment moi j'ai eu cette information? Non. Puisque je travaillais, il y avait une dimension transfrontalière dans ma mission. Donc je suis allé dans le Salamat, au Tchad, surtout la partie sud-est du Tchad. J'ai discuté avec des éleveurs transhumants. Et j'ai fait une grande réunion avec les éleveurs transhumants qui sont rentrés du Cameroun, d'autres du Tchad. Cette réunion a eu lieu à Boire. Et c'est là que des éleveurs transhumants m'ont parlé de Boko Haram. Que c'est une menace qui va progresser vers la RCA, ça c'est inévitable. Et c'est maintenant que les gens découvrent la propagation des effets de Boko Haram. Le problème africain, vous savez, c'est que nos dirigeants, nos gouvernants n'ont pas de considération pour les intellectuels de leur pays. Ils préfèrent le discours, l'expertise exotique. Quand j'ai dit ce truc, personne n'y a cru. Il y avait un expert des Nations Unies burkinabé dans la salle et un expert français dans la salle. Qui vous écoutez? Bien sûr. Quand la RCA s'est écroulée avec la fuite de Bozizé, que nous avons prédit, parce que moi, je n'ai fait que les zones de rébellion. Donc, j'ai fait beaucoup d'entretiens de profil avec les rebelles. Et comment on va les désarmer, les démobiliser pour la réinsertion dans la vie professionnelle. Donc, j'ai travaillé sur la construction de la paix.
Donc, lorsque ça ne va pas, vous savez déjà où est-ce que ça peut aboutir. Mais vous savez que j'ai travaillé pour la situation de post-conflit pour la fin de la deuxième rébellion au Mali. Si, en 2000, j'ai travaillé sur les lacs Tanda et Kabara, dans la région de Tombouctou. Nous savons des choses en matière d'analyse du territoire. Moi, quand je suis rentré au Bénin, je voulais donner quelques heures de cours. Ce n'est pas le argent de l'université qui m'intéressait, moi. Je suis formateur, je ne veux pas être enseignant. Je suis consultant, chercheur, formateur. Et quand ils ont ouvert leur école de formation en ingénierie et développement local, je voulais partager un certain nombre de savoir-faire avec la jeunesse. À l'université d'Abouben Calavi? Bien sûr. J'ai déposé mes diplômes, tout. À ce jour, personne ne m'a répondu. Et fortuitement, dans une agence de voyage, j'ai rencontré le numéro 2 de cette institution. J'ai dit, mais vous aurez pu nous voir avant de déposer. Tu aurais pu m'en parler avant de déposer. Pourquoi je vais négocier? Je ne négocie pas le partage de la connaissance. Je vous parlais de ce document. L'OCDE avait mobilisé en 2006 2 experts, un Français et puis moi, pour former, pour tous les ministères et les gouvernorats du Mali, les cadres en charge de l'animation des processus de réforme. C'était au titre du commissariat au développement institutionnel du Mali que j'étais intervenu dans cette formation. En 2008, c'est les Nations Unies qui m'ont demandé d'aller faire la même formation et j'ai assuré intégralement la formation pour tous les ministères, les gouvernorats et cette fois-ci élargie à quelques bureaux d'études. C'est au cours de la formation de 2006 qu'il y a un auditeur qui m'a dit, Monsieur Tometi, est-ce que vous ne pouvez pas nous développer un document notionnel sur le système de gouvernance? J'ai dit oui, mais j'ai mis 8 ans pour écrire ce document. 2006? C'est sorti en août 2014. J'ai mis 8 ans. C'est difficile à écrire. J'ai encore 2 ans pour le parfaire. Donc j'ai tiré ça en 1000 exemplaires que je vais mettre à la disposition de tous les pays dans lesquels j'ai eu à pratiquer la réforme de l'État. Revenons maintenant à la question de réforme. Et vous avez pu développer toutes les notions. Vous avez 797 notions en matière de réforme, organisées selon une logique pentamétrique. Il y a la gouvernance politique, la gouvernance sociale et culturelle, la gouvernance administrative et budgétaire, la gouvernance économique et la gouvernance sécuritaire. Non, c'est hexamétrique. Et la gouvernance territoriale axée sur l'adaptation au changement climatique. Qu'est-ce qui a fait que j'ai précipité la production de ce document? Vous vous souvenez de ce qui s'est passé au Mali le lundi 21 mai 2012? Le lundi 21 mai 2012. Oui. Il y a eu... Au palais de Koulouba. Ah oui, oui. Sur la colline. Frappé le chef de l'État. Voilà. Le chef de l'État a été bastonné à la présidence de la République. Le symbole s'est écroulé. Au vu et au su de la garde présidentielle, dans son bureau. Quand j'ai vu ça, je dis ça, c'est l'écroulement de tous les symboles qui font la puissance d'un État respectable. Il semble que c'était des marcheurs, Bien sûr, des gens révoltés. Révoltés dans la rue, qui marchaient, qui sont allés au palais, qui ont pris la cravache et qui ont bastonné, molesté le chef de l'État. Oui, chez les fonds, on dit, nous venons. Ah oui, ah oui. Alors je dis, ah, ça c'est grave. C'est très grave. Ce n'est pas un bel exemple que l'Afrique donne au reste du monde. Ce n'est pas un exemple que nous donnons à la jeunesse. Mais quel est le phénomène qui a conduit à de tels agissements? Regardez comment Blaise Compaoré a été chassé du pouvoir. C'est toujours le même mot, insatisfaction. Tous les pays qui sont en situation de mouvement de rébellion, que ce soit au Nigeria, en Centrafrique, RDC,
etc., Au Niger. Au Niger, Partout. c'est toujours la question de l'insatisfaction. Mais est-ce que toi, peut-on satisfaire tout le monde? Là, c'est la grande préoccupation. Et c'est là l'importance de la réforme de l'État. Et je voudrais vous dire ceci. Une réforme n'est pas une mesure d'enchantement, une expédition punitive, mais un système de production d'une nouvelle conscience positive des structures et de leur mode de gestion pour arriver à la qualité de service rendu aux usagers, aux citoyens, aux clients. Et c'est pourquoi, quand je vous disais tout à l'heure que tous les agents de l'État se préoccupent de la construction, de l'amélioration au quotidien de l'image du chef de l'État, oui, c'est nécessaire. Mais pourquoi ils ne se préoccupent pas de l'image? Au point où finalement on détruit l'image du chef de l'État. C'est ce que je voudrais dire. Parce que lorsque un ministère projette une image négative, parce que les usagers de ce ministère ne sont pas satisfaits des services qui sont délivrés, c'est l'image du chef de l'État qui prend un coup. Pourquoi? Parce que c'est le chef de l'État qui a choisi son ministre. Tout à fait. C'est pas toi, c'est pas moi. Non. Vous comprenez? Donc le choix des gouvernants, c'est très important. Et il ne faut pas confier des responsabilités à des gens qui n'ont pas de culture politique, de culture citoyenne. C'est-à-dire? Vous avez beaucoup de gens qui débarquent dans les sphères politiques, dans les sphères institutionnelles, à de hauts niveaux de responsabilité, en position de donneur d'ordre. Mais ça dépend de la façon dont est arrivé dans ce secteur celui qui les a nommés. Nous allons voir tout à l'heure D'accord. les 31 causes d'échec des réformes. On va voir. Ah, oui. J'ai identifié 31 causes d'échec des réformes au Bénin. Mais, monsieur Tometi, Oui. mais si vous avez, c'est seulement vendredi ou jeudi qu'on s'est vu, et puis on a fait un briefing vendredi. Si vous aviez eu plus de temps, vous auriez pu aller à 700. Bien sûr. Non, mais en fait, de toutes les façons, au sorti de cette émission, c'est dans mon agenda. Moi, je vais produire dans les mois à venir un opuscule sur cette émission. Les causes des réformes, des échecs des réformes au Bénin. Oui. 31 causes. Oui, il y a des causes qui sont visibles, il y a des causes non visibles. Il y a des causes qui sont factuelles, hein, qu'on peut cerner tout de suite, là, le fonctionnement. Il y a des causes qui sont lointaines, que vous ne pouvez pas cerner. Mais de par mon métier, de par ma formation, j'ai appris le métier de modélisation institutionnelle. Et j'ai des outils pour décrypter un modèle institutionnel, pour analyser un territoire. C'est mon métier. Et rassurez-vous, je n'ai pas appris ça à l'université. Ah oui? Oui. Ce qui me donne à manger depuis 2 décennies, c'est tout sauf ce que j'ai appris dans les écoles, dans les universités, avec les diplômes. L'expérience? Ce n'est pas l'autodidaxie. Quand je suis confronté à un problème, je transforme le problème en un protocole de recherche et je fais mes recherches. Et après, je triangule ce que j'ai trouvé et je témoigne. Alors, vous savez, tout comme un homme, une plante, un animal tombe malade, et si la maladie n'est pas diagnostiquée et le bon traitement donné, on meurt. De la même manière, une institution qui est malade, qui n'est pas soignée, meurt ou bascule dans ce qu'on appelle la déchéance institutionnelle. Et c'est pourquoi en sciences politiques, il y a une discipline qui s'appelle la santé organisationnelle ou la santé des organisations. Donc mon métier est un métier de médecin des organisations.
j'ai appris ce métier par moi-même, à la rencontre d'autres personnes plus initiées. C'est comme ça que j'ai appris ce métier. La santé des hommes. Ce n'est pas l'administration elle-même, ce n'est pas les fonctionnaires. C'est les usagers, c'est les citoyens, c'est les clients. Sans eux, une administration n'a pas sa raison d'être. C'est pourquoi, quand on veut évaluer une institution, ou bien on veut auditer une institution, on cherche d'abord à savoir quel est le service que délivre cette institution aux usagers, aux citoyens, aux clients. Si vous n'avez pas de service que vous délivrez, vous n'avez pas votre raison d'être. Et nous avons beaucoup d'administrations au Bénin qui ne délivrent aucun service. Et tout ça, ça coûte trop cher pour le pays. Mais tant qu'on sera dans ce multipartisme intégral où on fabrique des partis politiques pour avoir des marchés publics, avoir des postes dans l'administration, pour pouvoir... Non. La logique de récompense, on ne pourra jamais maîtriser le train de vie de l'État. On ne pourra jamais réformer efficacement l'État béninois. Donc, la réforme institutionnelle porte principalement sur la réforme des pouvoirs et le système de gouvernance. Donc là, on va voir le système partisan, le régime politique, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. Quand on parle de réforme institutionnelle, on s'attaque au pouvoir, à la construction et à la performance des pouvoirs. La deuxième dimension de la réforme institutionnelle, ce sont les réformes économiques et fiscales. La troisième dimension, c'est les réformes foncières. Parce que sans la sécurité foncière, pas de sécurisation des investissements, pas d'attraction des investissements. C'est ça. Tant intérieur qu'intérieur. Et enfin, la réforme du secteur de la sécurité qui a deux branches. La réforme des forces de défense et de sécurité et la réforme de la justice. C'est les deux-là qui forment ce qu'on appelle la réforme du secteur de la sécurité. Ça, c'est ce qu'on appelle la réforme institutionnelle. Maintenant, nous avons la réforme administrative. La réforme administrative repose sur la clarification des missions de l'État, de manière à scinder les missions qu'on appelle les missions exclusives de l'État, des missions non exclusives. Les missions non exclusives peuvent être des missions que l'État partage avec les collectivités territoriales décentralisées, les communes au Bénin, que l'État partage avec le secteur privé, qui va faire naître ce qu'on appelle maintenant le partenariat public-privé, ou partager avec la société civile, parce que l'État doit s'alléger pour être efficace. Mais un État qui se concentre tout produit de la médiocrité. C'est le cas actuel? C'est pas loin de ça. Tous les pouvoirs bénins sont des pouvoirs concentrationnaires, y compris les pouvoirs administratifs. Un comportement puisé peut-être, sinon dû peut-être c'est le système partisan. À nos coutumes. C'est d'abord le système partisan béninois, qui n'est pas un système qui est favorable au développement du pays. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, dans cette réforme administrative, dès lors on a eu à clarifier les missions, il y a ce qu'on appelle la simplification administrative. Donc, il faut mettre en place des procédures qui évitent d'épuiser l'usager. Je vous donne un exemple. Deux, d'ailleurs. Le 13 mars 2013, j'ai déposé à l'OPT une demande de réparation de mon téléphone... Bénin Télécom. Excusez-moi. Une demande de réparation de mon téléphone fixe. Vous savez quand est-ce qu'ils sont arrivés? Depuis le 13 mars 2013, ils sont arrivés le 8 janvier 2015. Quoi? Le 13 mars 2013, ils sont arrivés le 8 janvier 2015. Monsieur Chabel, lorsqu'on me dit le mois, 0 dossier dans les tiroirs, je rigole. C'est des farces institutionnelles. Ah, d'accord. Vous voyez, ça, je l'ai vécu. Je vous donne un autre exemple. Quelqu'un allait à la CN, la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS. voilà, pour payer
la quatrième tranche de l'année 2014. La personne avait déjà payé la troisième tranche. Mais en remplissant le formulaire, s'est trompé, a mis troisième tranche au lieu de quatrième tranche. Et ils ont une gestion informatisée où tout doit être validé avant qu'on ne vous délivre le papier d'aller payer à la caisse. Ils ont validé cette fiche-là avec erreur. Donc, dans leur base de données, ils ont validé deux fois troisième trimestre. Et le lendemain, la dame s'est rendue compte que, au lieu de quatrième trimestre, c'est troisième trimestre qui est sur le papier. Elle retournait les voir. Et on lui a dit, ben écoutez, il faut 2 semaines pour qu'on rectifie. La personne a dit, pas question. Et vous savez combien de temps ça a pris pour régler ce problème? Après les balades entre les 90 minutes. Quelle est la comparaison qu'on peut faire entre 90 minutes et 15 jours? Alors que là, c'est des centres de profit. C'est des structures qui sont là, on leur apporte des sous. Même notre administration publique, là, vous leur apportez des sous, ça ne leur dit rien. Parce que même ces sociétés dites d'État, là, les gens ont une mentalité de carriériste. Pas une mentalité de développement. De développement. C'est le vrai mot. Ou d'entrepreneur. Parce qu'ils banalisent les usagers. Et vous allez me dire, avec ces 2 cas-là, que ce pays est réformé. Je vous donne un autre exemple. Vous voyez, quand moi j'arrive sur le pont de Porto-Novo, j'ai honte. C'est-à-dire, on peut être corrompu. On peut être un spécialiste du détournement des deniers publics. Mais on ne peut pas faire d'un bâtiment considéré comme la représentation symbolique du pouvoir du peuple, qu'on appelle le Parlement, un éléphant blanc. Même si il réhabilite ce bâtiment, l'histoire retiendra qu'il y a eu un tel scénario merdique. C'est une honte pour la République. Vous voyez, nous sommes descendus à un niveau de déchéance des valeurs pour remonter à... Il y aura du boulot. C'est-à-dire qu'on peut être corrompu. C'est ça la question de l'éthique et de la morale. C'est-à-dire qu'on peut détourner dans tout, mais pas dans l'argent devant servir à construire un parlement. Vous voyez, les gens ont tellement une relation fusionnelle avec l'argent facile, le gain facile, le plaisir charnel, que les gens ne se donnent plus de limites. Et c'est ça. Et la conséquence sur la population, c'est quoi? Vous vous souvenez, il y a 2 ans, il y a un camion avec plein d'hommes à l'intérieur qui a fait un plongeon dans la lagune de Porto-Novo. Quand les autorités ont demandé aux pêcheurs d'aller secourir ces personnes dont la vie, enfin je ne sais pas s'il y a eu des survivants, hein, les gens ont demandé de l'argent. Oui, vous me payez combien? Moi, je n'en veux pas à ces pêcheurs. C'est le modèle qu'ils ont en face d'eux, qu'ils sont en train de reproduire. Regardez comment nous élisons dans ce pays. Ce n'est pas notre conscience qui élit, c'est l'argent. C'est l'argent qui fait l'électeur au Bénin. Et c'est ça que nous traînons depuis 1991. On a inauguré le clientélisme à base d'argent dans le jeu électoral au Bénin depuis 1991 jusqu'à maintenant. Et c'est l'argent qui fabrique les chefs d'État. C'est l'argent qui fabrique les ministres. C'est l'argent qui fabrique les maires. On est allé jusqu'à expérimenter le kidnapping pour pouvoir élire des maires. Ça a eu lieu à Calavi. C'est Calavi qui a inauguré le kidnapping. Oui. Ah bon? Mais bien sûr, vous vous souvenez, le premier qui a été victime de ça, c'est un certain Bernard Etikor, que je connais personnellement. Il est mort maintenant, paix à son âme. Et durant cette période de kidnapping, j'étais en contact avec les membres de sa famille. J'ai vu la souffrance. Il faut repenser tout le système partisan de l'Union. Le même truc aussi s'est produit à Grand Popo. Hein. C'est plusieurs communes. Hein. Ah oui? Ah oui, on enlève, on met au Togo. Bon, il
il s'est passé des choses incroyables dans plusieurs communes. C'est ça notre démocratie. Vous voyez? Et c'est là que je dis, mais comment réformer tout ça? Alors, dans la réforme administrative, il y a, en plus de la simplification des procédures et la sécurisation des procédures, nous avons la cession axée sur les résultats, la méritocratie et l'impunité. Et enfin, la satisfaction des usagers. Et la dernière réforme, c'est ce qu'on appelle les réformes structurelles. Les réformes structurelles portent sur le dimensionnement de l'administration. Donc, quel nombre de ministères qu'il nous faut, par exemple? Dans un ministère, quel nombre de directions il nous faut, par exemple? Dans une direction, quel nombre de services il nous faut pour respecter les capacités budgétaires du pays? Mais personne ne raisonne budget avant de fabriquer une structure au Bénin. On fabrique parce qu'il faut fabriquer. Il faut contenter des partisans, des amis. Si nous ne changeons pas ce système-là, ce pays va s'écrouler. C'est un cri de détresse que je lance. Parce que j'ai travaillé dans plusieurs pays en conflit. Les éléments qui font basculer un État, nous les avons au Bénin. Ah oui? Non, mais écoutez... il y a quelques semaines, un invité qui était à votre place disait que entre le phénomène à l'AFIA 2025, oui, qui va porter notre pays vers le bonheur, oui, et le phénomène à la Ouattara, ouais, que nous sommes déjà à plus de 70% dans Ouattara. mais c'est depuis longtemps. Vous semblez confirmer cela? Je confirme, je suis institutionnaliste. Je vous ai dit, j'ai 20 ans de recherche sur les modèles institutionnels au Bénin. J'ai travaillé sur les déterminants du système décisionnel au Bénin. Je sais de quoi je parle, on ne peut pas tout dire sur un plateau pareil. Hein? Et c'est parce que moi j'aime mon pays que je suis au Bénin. Je vous jure. C'est parce que j'aime ce pays. J'ai choisi de me battre pour ce pays que moi je suis au Bénin. Ce n'est pas que je serai au chômage en dehors du Bénin que je suis au Bénin. Et c'est pourquoi, depuis 1990, je n'ai jamais sorti de ma poche cette carte. C'est au nom de cette carte-là que je me bats au Bénin, même si je le fais en solo. C'est au nom de cette carte. Ce n'est jamais sorti de ma poche. Et je n'ai pas besoin d'être dans le tapage. Je n'ai pas besoin d'être dans le tapage. Je ne travaille pas dans le tapage. J'ai une position à défendre, je formalise ma position et je mets à la disposition. Donc, et en matière de réforme structurelle, donc nous avons le dimensionnement des structures de l'État. Nous avons le modèle de production et le modèle de consommation. Le Bénin est un pays de culture extravertie. Nous aimons consommer ce qui est produit ailleurs et pas assez valoriser ce qui est ici. La béninoise que nous buvons là, quelle est la part de produits béninois dans ce breuvage que consomment essentiellement les Béninois? Combien d'étrangers? La béninoise est vendue dans... Je ne sais pas même si ça va au Togo ici. C'est les Béninois qui consomment ce breuvage. Mais combien de produits béninois, quelle est la part des produits béninois dans la fabrication de ce breuvage? Les fonds disent, ce pays. C'est parce que notre système de développement n'est pas inculturé. Sur le plan religieux, nous sommes extravertis. Sur le plan de l'éducation, nous sommes extravertis. Sur le mode de pensée, nous sommes extravertis. Sur le style vestimentaire, nous sommes extravertis. Sur ce que nous mangeons, nous sommes extravertis. Mais quand est-ce que l'Afrique va assurer sa vraie indépendance, sa vraie souveraineté? Même pour faire les réformes, qui sont ceux qui financent nos réformes? C'est pas la mendicité d'État qu'on finance les réformes dans nos pays. Et particulièrement dans nos pays. Nous qui sommes allés un peu à l'école, nous devons réfléchir. Mettre un peu de cœur et de conscience dans ce que nous faisons. Et là, vous avancez encore que nos universitaires sont absents du débat. C'est une évidence. C'est une évidence. Et vous les accusez. Mais je vous ai parlé de Michel Crozier. On connaît qui est Michel Crozier. Michel Crozier a fait avancer même les réformes de la SNCF en France. Mais nous, nos chercheurs là,
Ils font avancer quelle réforme institutionnelle au Bénin ici? Donnez-moi le nom d'un seul Mais est-ce qu'on a besoin qui influence les réformes dans les ce mémoires pays. sont rangées dans les placards. Ah, mais vous les, touchez... les doctorats sont rangés dans les Mais placards. vous touchez à une question Les essentielle. publications de nos grands professeurs sont rangées dans les placards. Non, les gens font ces publications juste pour avoir leur grade universitaire. C'est pas... Très peu d'eux, je connais quelques-uns vraiment, qui font de la recherche pour pouvoir régler les problèmes. Hein. C'est comme Oui, le recteur Bissenser. Moi, j'ai vu ses œuvres en Centrafrique. Le président de l'Assemblée nationale. Oui, professeur Mathieu Nkoufina. J'ai lu beaucoup de ses travaux de recherche parce que il y a 25 ans, moi-même, je travaillais sur la technologie céréalière. Hein. Bon, donc, et d'ailleurs, c'est au Sénégal Est-ce que toutes ces recherches-là, Oui. toutes ces découvertes servent le Bénin? Il y a très peu de recherches. Je prends un exemple, par exemple, sur le maïs. Vous savez, quand nous, on travaillait sur la technologie céréalière au maïs, pour réduire l'importation du riz au Sénégal à l'époque, moi, j'avais travaillé sur le grit de maïs. C'est des brisures bien travaillées, selon une certaine granulométrie, avec des tests culinaires permettant de fabriquer ce qu'on peut fabriquer avec le riz. À l'époque, j'ai travaillé aussi sur le maïs au Bénin. J'ai recensé à peine 20 recettes à base de maïs. Aux États-Unis, vous savez combien il y en avait au début des années 80? Plus de 1000 produits tirés du maïs. Plus de 1000 produits tirés du seul maïs. Au Cameroun, tout près ici, il y a 5 ans, j'y étais pour travailler sur les 3 régions du Nord, là. Et des amis m'ont fait découvrir la bière fabriquée à base de la banane, fabriquée à base du riz. Nous ne pouvons pas faire ça ici. Mais d'abord, Si on vous laisse installer la brasserie. nous avons des chercheurs très qualifiés au Bénin, mais qui n'ont pas de moyens pour travailler. Ah oui, la question de moyens. Qui n'ont pas de moyens pour travailler. Moi, je vous ai dit ces choses-là, hein, c'est avec mes petites économies. Parce que j'ai un principe. Je ne veux pas aller tendre la main à une organisation pour financer mes réflexions. Non. C'est une question de dignité. Alors, et tout ça fait partie des causes des échecs? Non, maintenant, nous allons citer quelques causes. Oui, allons-y. On peut segmenter les causes des échecs en 3 grandes familles. Nous avons les causes liées à la pratique politicienne, les causes liées à l'absence de vision institutionnelle et défaut d'inculturation des réformes, et enfin, l'insémination de la peur institutionnelle qui constitue la 3e cause. Alors, Cause politicienne. oui, les causes politiciennes. Il y a le multipartisme intégral et la marchandisation des postes, des marchés publics, avec la multiplication des structures pour satisfaire les alliés politiques. 2e cause, c'est la corruption électorale démesurée dans la conquête du pouvoir d'État et des pouvoirs locaux. 3e cause, c'est l'incapacité de la classe politique et des forces de la société civile à s'entendre sur ce qu'on appelle la déconstruction institutionnelle, qui rejoint exactement ce que je vous ai dit sur le métabolisme institutionnel, à savoir le catabolisme institutionnel et l'anabolisme institutionnel. 4e cause, c'est le manque de conscience des exigences comportementales des titres d'appellation contrôlés que portent certaines autorités. Je m'explique. Il y a des personnes qu'on appelle excellences, d'autres éminences, d'autres honorables, d'autres sa majesté, d'autres vénérés, d'autres encore, etc. Le révérend. Révérend, merci. Monseigneur. Voilà, sa sainteté. Mais est-ce que les gens qui portent, bien sûr, certains connaissent, mais quand je prends les acteurs politiques, rares sont ceux qui savent pourquoi ils portent ce titre. L'origine de ce titre-là, vous savez, c'est un seul mot. Lequel? La délinquance. C'est le mot délinquance qui a donné naissance à tous ces mots. Ça vous surprend maintenant, non? Véritablement. Ah, voilà. Délinquance, de délinquance dérive excellence, éminence, majesté, sainteté, honorable, Ce n'est pas un autre mot, hein, c'est le seul mot. cardinal, Voilà, monseigneur, voilà. pasteur. Nous sommes tous des délinquants potentiels. Tout homme est un délinquant potentiel. Ne croyez pas que c'est seulement ceux qui sont en prison qui sont des délinquants. Nous sommes tous des délinquants. Et il faut d'abord accepter que nous sommes délinquants. Parce que nous sommes délinquants, par nature, par essence et par fonctionnement, que nos institutions
si nous ne savons pas les enseigner, seront des institutions aussi délinquantes. C'est pourquoi on a inventé ces mots-là. C'est quoi la délinquance? Connaissez-vous un homme qui n'est pas un pécheur? Ça n'existe pas. La première définition du mot délinquance, c'est péché. Deuxième définition, c'est erreur. Connaissez-vous un homme qui ne commet pas des erreurs? Troisième définition. On dit que certains hommes sont infaillibles. Oh, c'est une vue de l'esprit. Je ne la connais pas. C'est-à-dire, ceux qui disent ça, ils ne connaissent pas la structure mentale d'un homme. La structure mentale d'un homme repose sur deux pôles, Eros et Thanatos. Tout homme, pulsion de vie, pulsion de mort. C'est en fonction de la pulsion de vie que nous posons les beaux gestes, que nous sommes interpellés par notre conscience, que nous véhiculons à travers la morale et l'éthique. Hein? Et c'est au nom donc, de Eros que nous réduisons notre côté un peu connard, hein, qui est déduit de conscience. Et l'autre, Thanatos, c'est les pulsions de violence, et les actes d'exclusion, les actes de manipulation. Dans le Thanatos, c'est tout ce qui est contraire à la morale, à l'éthique. Tout ce qui remet en cause les fondamentaux d'un État responsable. Tout ce qui remet en cause la vie de l'homme, la vie de la société. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, la politique, on dit, je suis politicien, la politique ne commence pas par la définition de ce que c'est la politique ou la création d'un parti politique. Ça commence par ce qu'on appelle la pyramide de Maslow, qu'on appelle aussi la pyramide des besoins. Oui. Vous comprenez? Un autre aspect très important des causes qui secouent notre pays, c'est la confession. Toujours dans le chapitre des causes politiques. Politique. C'est la confessionnalisation du pouvoir d'État. Là, on est en plein au cœur de cette question qui doit faire l'objet d'une recherche universitaire. Parce qu'aujourd'hui, on ne voit plus les limites de ce qui est religieux, les limites de ce qui est politique. On ne voit plus les limites de ce qui... Il y a un mélange de tout. Parfois, vous rentrez dans des bureaux, vous voyez des symboles religieux. C'est contraire à la Constitution. C'est contraire au principe de la laïcité. Quand je rentre dans un bureau de l'administration publique, je ne dois pas être accueilli de façon visuelle comme ça, des symboles religieux. Et vous le voyez dans le bureau. Il faut séparer. Quand on parle de réforme, il faut mettre chacun à sa place. Chacun n'est pas à sa place. C'est le géoréférencement aussi de tous les hauts emplois de l'État que les gens vont appeler le régionalisme. Je n'aime pas trop cette expression parce que ça ne rend pas compte de la réalité. Le géoréférencement, c'est quoi? Vous êtes ministre, on va dire, vous êtes ministre des communes 2. C'est le géoréférencement. Donc vous êtes attaché. On dirait que, d'ailleurs, vous savez, on donne les ministres maintenant à des terroirs ou à un ensemble de communes. Le chef de l'État nous a donné... On organise des meetings. Et les gens le disent. Le chef de l'État a donné. Nous a donné un député. Nous a donné un ministre. Nous a donné un directeur général. Voilà. Avant, on ne parlait pas des directeurs généraux. Vous voyez, nous sommes... C'est grave. A nommé un des nôtres dans une institution de la République. Quand on arrive à ce niveau du géoréférencement des postes, vous ne pouvez plus jouer la carte de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Vous ne pouvez plus pratiquer la gestion axée sur la performance. Ce n'est pas possible. Parce que là, nous sommes dans le clientélisme et dans les actes gratifiants. On a donné. On a donné. On ne vous a pas dit, venez servir. Vous savez, le mystère de Dieu se trouve dans le ministère. Je dis bien, le mystère de Dieu se trouve dans le ministère. Nous sommes tous des ministres. Parce que le mot ministre veut dire serviteur. Absolument. Le mot ministère veut dire là où on élabore les services à rendre aux enfants de Dieu. Est-ce que nos ministères sont des lieux où on élabore des services, des produits sains pour servir l'homme créé par Dieu à son image? C'est des questions que nous devrions nous poser. Un ministre, c'est celui qui arrive à s'en mettre dans les poches désormais. Je ne sais pas.
Alors, parlons de L'absence de liberté l'absence. pour chaque ministre de donner les personnes, de former son cabinet avec les personnes de son choix, sur la base aussi, à son niveau, de l'analyse des compétences de ces personnes. Ce n'est pas toujours le cas, c'est rarement le cas. Nous avons la dualité entre peur d'être impopulaire et le populisme dans la conquête et l'exercice du pouvoir d'État. Oui. Vous comprenez? Parce que si vous faites des réformes, vous allez heurter des intérêts, des susceptibilités. Vous produisez des chocs psychologiques. Et pour quelqu'un qui veut remplir un deuxième mandat, ou quelqu'un qui veut être DG à vie, vous comprenez? Un ministre qui veut à tout prix séduire le chef de l'État, démontrer qu'il est le meilleur, le bon, ce ministre ne peut pas être porteur d'une réforme de construction de la résilience. Donc, la peur joue contre l'ensemble des réformes. Le non-respect de la séparation des fonctions politiques et des fonctions administratives et techniques. Le Bénin excelle dans cette affaire-là. La deuxième catégorie des causes d'échec, c'est l'absence de vision institutionnelle. Oui. Donc, il y a l'absence d'évaluation des membres du gouvernement et des préfets par rapport à la charte d'action du gouvernement, Oui, vous en avez parlé. l'écroulement de la hiérarchie et une crise d'autorité à tous les niveaux. Il y a le clientélisme dans les nominations, je l'avais dit, et l'accès au marché. Il y a le manque de capacité à diriger en fonction d'une vision institutionnelle. D'ailleurs, la plupart de nos ministères n'ont pas de vision institutionnelle. Oui. Ont de vision politique pour le secteur, mais pas de vision institutionnelle. Il y a une tendance à faire dépendre le financement des réformes par l'extérieur, par l'aide extérieure. Et il y a une absence de base sociale pour la quasi-totalité des réformes. On fait les réformes pour qui? Oui. Une réforme doit avoir une base sociale. On doit avoir un mouvement social qui accompagne la construction, les chantiers des réformes. Ici, on ne voit rien. On ne voit rien. Et le drame de tout ça, personne ne connaît la liste des réformes, des chantiers de réforme au Bénin. Il y a 2 ou 3 ans, j'ai été au ministère en charge de la réforme, j'ai demandé le tableau de bord de suivi des réformes, de l'ensemble des réformes, pour voir secteur par secteur les types de réformes qui sont en cours, le niveau d'avancement des réformes. Vous savez que ça n'existe pas. Ah oui? Ça n'existe pas. Je ne sais pas si maintenant ça existe. Quand j'ai dit ces choses-là, si les gens étaient positifs, ils allaient récupérer pour mettre en place un tableau de bord de coordination de l'ensemble des réformes dans le pays. Et le gros problème qu'on a à ce niveau, c'est que beaucoup de réformes sont pilotées par des gens qui ne savent pas ce qu'on appelle la réforme. Donc, des réformes pilotées par des non-réformateurs, des réformes pilotées sans pédagogie de réforme, des réformes pilotées sans la définition claire des pas de temps de la réforme, parce qu'une réforme, ça ne veut pas dire que c'est sous un régime forcément qu'on doit terminer la réforme. Il y a des réformes qui peuvent durer même 50 ans. C'est ça. La Chine qu'on a aujourd'hui, que tout le monde admire là ou décrit, hein, cette Chine-là, c'est depuis le temps de Mao qu'on est en train d'élaborer cette Chine-là. Et la révolution culturelle qui a engendré la montée en puissance de la Chine a duré 35 ans. Alors nous comportons un peu comme si le temps d'une réforme doit coïncider forcément au mandat d'un régime. Non. C'est pourquoi il faut concevoir des réformes de court terme, des réformes de moyen terme et des réformes de long terme, de manière à ce que les régimes qui vont se succéder puissent continuer l'œuvre. Mais nous avons aussi un problème culturel. Quand un régime vient, il trouve que tout ce que le régime précédent a fait, ça ne vaut rien, et jette tout à la poubelle et on reprend. C'est du gâchis. C'est ça que j'appelle habituellement la succession des ruptures. Vous avez soulevé une question tout à l'heure. Vous avez parlé des mémoires et des thèses dormantes. Mais vous savez que dans l'administration, c'est plusieurs milliards qu'on injecte chaque année pour faire des études, des audits, des évaluations. Mais les conclusions de ces travaux-là devraient alimenter les réformes. Rassurez-vous,
Ce n'est pas le cas. Aucun mécanisme ne valorise ces choses-là, les conclusions de tout ça. Aucun mécanisme fiable n'existe pour ça. Vous avez parlé aussi de l'insémination de la peur irrationnelle. Bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, il y a des peurs qui sont nécessaires. Parce que l'être humain est d'abord un être d'émotion. Et le choc émotionnel est nécessaire pour impulser. Voilà, pour impulser. Mais les gens veulent toujours brandir la menace de vous neutraliser, de vous affaiblir. Si vous ne faites pas ce que je dis, vous allez être sanctionné. Même si c'est contre les règles, les normes, les valeurs, les procédures. Donc, on vous pousse à commettre l'erreur. Vous savez, moi, j'ai travaillé... Un responsable qui peut dire, attention, je viens de telle localité, je suis originaire de telle localité. Là-bas, nous sommes tous des sorciers. Je vous donne un autre exemple. Dans les années 80, j'ai étudié dans un pays dont je tais le nom, comment on manipule les statistiques pour mentir au niveau de l'État. Ça se passe aussi dans notre pays? Je ne sais pas. Je continue. Il y a ce qu'on appelle la culture de la tragédie du bien commun. C'est-à-dire, ce qui appartient à nous tous, on peut en faire ce qu'on veut. Regardez les caniveaux, les routes, j'en peux venir abîmer, on s'en fout. Vous rentrez dans certains bureaux, vous allez voir des meubles qui sont encore en bon état et on dit il faut les changer parce que, vous comprenez, le Bénin souffre de la tragédie du bien commun. Et c'est parce que nous avons une culture de la prédation du bien commun que ça se passe comme ça. Et enfin, il reste 5 éléments qui structurent la peur irrationnelle. C'est l'influence marginale des universitaires. Parce que c'est la science qui corrige la peur irrationnelle. Comme ils aiment souvent se taire. Deuxième élément, c'est qu'il y a beaucoup de cadres qui se considèrent comme des cadres persécutés dans l'administration. J'ai reçu beaucoup de témoignages par rapport à ça. Il y a le management. Quand c'est comme cela, on est plus productif. Non, mais écoutez, le génie vient de l'esprit libre. Voilà. Hein? Vous ne pouvez pas être créatif, ingénieux, si vous êtes persécuté. Donc on a beaucoup de cadres brillants qui ont de grands diplômes, mais qui ne seront jamais créatifs. Parce qu'ils sont dans un environnement d'étouffement, de non-reconnaissance, de banalisation, de non-valorisation. Voilà. Et on a le manque de culture de la transparence et de reddition des comptes. Et puis, la place trop poussée des forces occultes dans la chaîne décisionnelle. Je vous remercie. Alors, non. Faut-il alors réformer l'irréformable? Il faut réformer l'irréformable, mais pour qu'il en soit ainsi, il faudrait principalement que le chef de l'État qui est élu pour gouverner ce pays ne soit pas élu par la corruption électorale. Et puis ne soit pas élu par une partie du pays. Il est élu par tout le pays. Il est difficile qu'un président soit élu par une partie, soit président parce qu'il est élu seulement par une partie du pays. Ça, ce n'est pas possible au Bénin. Mais par contre, pour bien réformer, si vous êtes élu par la corruption, parce que qu'est-ce que j'appelle corruption? On vend le pays à des opérateurs économiques. On vend les ministères à des individus, à des partis politiques. On vend les entreprises. Quand je dis vend, ça dit qu'on fait des promesses, quoi. Si je suis élu, si on rentre dans ce jeu. Et puis par rapport aux populations, on va leur distribuer des billets de 5 000, de 2 000. Ça a commencé déjà. Hein. Si vous êtes élu par ce canal, après, il faut rembourser. Tout à fait. Rembourser. Alors encore, il faut répartir les postes, répartir les marchés publics. Vous voyez. Fut-il là des incompétents? C'est le serpent qui se mord là, que c'est pas le Bénin, c'est ça. Dans ce système. C'est tout. Tant qu'on n'aura pas corrigé le système partisan béninois, aucune réforme n'aboutira. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, l'une des particularités, chers invités, l'une des particularités de cette émission est l'intervention des téléspectateurs, des auditeurs qui nous suivent en ce moment, puisque l'émission est radio-télévisée. Alors, mon réalisateur, Gisèle Adéwalé, m'a dit que le standard est déjà ouvert. Certainement que les intervenants se bousculent déjà de l'autre côté du standard. Alors, Gisèle Adéwalé, si les intervenants sont là, bonjour, on peut commencer par les recevoir. Les numéros, je vous les rappelle, les 21 32 76 46, 21 32 76 47,
21 32 76 48 et 21 32 76 49. Alors, si vous le permettez, docteur Tometi, nous allons commencer par les recevoir. Premier intervenant d'aujourd'hui, bonjour. Bonjour, monsieur. À qui avons l'honneur, s'il vous plaît? Monsieur François. Pardon? François. François? François Dessous. François Dossou. Allez-y, monsieur François Dossou, très brièvement. Oui, merci. Je voudrais vous dire que je remercie d'abord monsieur Tometi et je voudrais vous faire comprendre qu'après tout ce qu'il a dit, je comprends que les élections que nous attendons maintenant ne sont plus nécessaires pour le Bénin. Nous devons tout simplement appliquer notre constitution. Elle est claire. Je m'arrête là. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur François Dossou. C'était le tout premier intervenant à l'émission à part de vérité d'aujourd'hui. Un autre intervenant, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. À qui avons l'honneur, s'il vous plaît? Oui, c'est M. Clovis Dossuovo. Clovis Dossuovo, allez-y, M. brièvement. Clovis Dossuovo. Pardon? Oui. Oui, allons-y. Il y a quelque chose qui me fait peur depuis. Lorsque M. Tometi parle par rapport à l'insatisfaction dans notre pays, que beaucoup Arabes s'installent et par le biais même de la transhumance, il faut que ça donne matière à réfléchir pour les Béninois. Parce que nous sommes en pleine période de transhumance où déjà des gens arrivent ils sont dans la vallée du Jour, dans la vallée de Louéné, et ils créent des dégâts. Et par ce biais, le Bénin qui est déjà à côté du Nigeria, de l'est du Nigeria, est-ce que ce mouvement de Boko Haram ne viendra pas nous menacer dans notre pays? Et Merci. je demande si déjà le ministère de l'Intérieur, avec tous les généraux qu'on a aujourd'hui, prennent des dispositions pour pallier à cet état de choses. J'ai vraiment peur. Je veux demander l'intervention de M. Tometi par rapport à cet état de choses. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Dossuovo. Un autre intervenant à l'émission. Bonjour, Chabel Ayo. Bonjour, monsieur. À qui avons l'honneur, s'il vous plaît? Monsieur Dagloria Djelil. Allez-y, monsieur Dagloria. Dagloria Djelil. Ok, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'invité, mais le sens dans lequel il met les réformes de manière en tout cas abusée. Il a une vision, il pointe en tout cas un horizon qui concerne principalement notre pays. Bon, il est vrai que le président de la République, le docteur Thomas Boniaï, parlant de sa réforme et les changements, les avantages ont été beaucoup nombreux pour le peuple béninois. Ni c'était les réformes, vous savez aujourd'hui qu'on ne parlerait pas de salaire. Le port était bouché, il a fallu qu'il le débouche. Donc il faut aussi voir le côté du secteur cotonnier. Il a tout fait pour remettre dans les normes, parce qu'auparavant, les cotonniers, par exemple, qui font 20 hectares, saisonnement depuis les anciens temps, n'ont jamais eu, par exemple, 30 millions ou quelque chose de comme ça. Aujourd'hui, ils se sont sortis gros. Les réformes sont vraiment, bon, comme on dira, un apprentissage. Un bébé qu'on met au monde aujourd'hui, qui se met à marcher avec un tricycle. Vous comprenez ce que dit M. Chabel? Oui. Qui s'entraîne à marcher. Donc, le président de la République a pris ça de cette manière pour que progressivement nous puissions évoluer. Il n'y a rien de mathématique dans la question de réforme. Bon, parlant de tout ça, que ce soit les 3 têtes précédents, Hubert Manga, Rizzo et Consort, j'en passe, que ce soit Mathieu Kérékou, le général, que ce soit, comment on appelle encore, Nicéphore Souglo, bon, Yahi Boni, tous ont parlé du changement. Le changement qu'a pris auparavant le président de la République pour que vraiment nous puissions changer. Changer, c'est quoi? Changer de mentalité, entrer dans le sens profond de l'amour, de la fraternité, de la justice, pour que vraiment les trucs aillent bien. Quand un des 3 maillons va mal, c'est que tout ira mal. Imaginez-vous par exemple, vous êtes berger, vous avez 1000 moutons à faire entrer dans un enclos. Il suffit. Quelques petites difficultés avec cet intervenant.
Il a perdu la ligne. Un autre intervenant, bonjour. Un autre intervenant à l'émission Ma part de vérité d'aujourd'hui, bonjour. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. À qui avons l'honneur, s'il vous plaît? Bonjour, c'est monsieur Mouzangi Charles. Pardon? Mouzangi Charles. Charles Rotondi, vous voudriez bien diminuer ou éteindre votre poste récepteur? Oui, oui. Allons-y, Charles Rotondi. Bon, je précise bien que c'est monsieur Charles Mouzangi. Mouzangi, alors. Oui. Bon, j'ai bien écouté avec attention l'intervention de monsieur Tomatin. Je pense bien que tout ce qu'il dit sur le pays, c'est une pure vérité. La politisation à outrance de notre administration. Et la manière dont le pays est géré, c'est ça qui fait que nous chutons. Et tant qu'on ne va pas prendre conscience, et quand on ne va pas aller chercher le mal et diagnostiquer le mal, je pense que le Bénin, on va toujours parler des réformes, de changements, on n'ira nulle part. Il faudrait que, effectivement, nos politiciens puissent, effectivement, se retrouvent autour d'une table pour diagnostiquer le mal du développement de notre pays. C'est ma contribution. Merci. Merci beaucoup, monsieur Mouzangi. Un autre intervenant, bonjour. Oui. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui avons l'honneur, s'il vous plaît? Moussa Fataï depuis Séguéa Nord. Allez-y, monsieur. Oui, je vous remercie, monsieur Chabert Layou. Je dis bonjour à votre invité. Bonjour, monsieur. Bonjour. J'ai quelques questions rapidement. Je voudrais lui demander de nous expliquer une fois encore la RCA qu'il avait dit là. Je voudrais aussi, puisqu'il a dit tout à l'heure qu'il n'a jamais sorti la carte qu'il avait sortie sur le métier, on ne m'a pas de vérité aujourd'hui ce matin. C'est la carte de l'EPI ou bien la carte de membre d'une partie, je ne sais pas. Je voudrais aussi lui demander où est-ce qu'on peut avoir accès à son document tout à l'heure et lui dit de laisser auprès de notre président de la République ce document qu'il a eu à sortir tout à l'heure. Et toutes les institutions au Bénin sont malades. Il n'a qu'à choisir aujourd'hui un organe qu'il peut guérir et qu'il revient encore sur ma part de vérité pour nous donner la preuve. Le troisième, je voudrais lui dire combien de ministères on doit avoir au Bénin, selon lui. Et on doit avoir combien de candidats pour l'élection 2016 au Bénin, puisque nous comprenons qu'il y a beaucoup de candidats qui se présentent. Selon lui, là, il doit avoir combien de candidats pour les élections présidentielles. Et pour finir rapidement, je voudrais dire opposition et mouvance aujourd'hui. Quelle appréciation chez lui, Moussa Fataï depuis Séguéa Nord? Moussa Fataï, s'il vous plaît, monsieur Fataï. Monsieur Fataï. Oui. Vous avez demandé une explication au sujet de la RCA. Et oui, je voulais lui dire de choisir un organe ou une institution dans notre pays qu'il va guérir. Non, non, je parle de la première question, la toute première question. La première question? Oui. Oui, je lui ai dit où est-ce qu'on peut avoir accès à son document qu'il avait sorti tout à l'heure là. D'accord. Merci beaucoup, où est-ce monsieur. qu'on peut avoir accès à ça? Et qu'il dépose un Merci beaucoup. Merci beaucoup. Votre préoccupation est bien comprise. Un autre intervenant, bonjour. Oui, monsieur Chabert Layou, bonjour. Vous voudrez bien diminuer ou éteindre le volume de votre poste récepteur? C'est déjà fait, c'est déjà fait. À qui avons l'honneur, s'il vous plaît? Hier, on passe. Allez-y, monsieur Mpati. Merci bien. La première question, comment peut-on faire pour que les réformes aillent mieux au Bénin? La dernière question, avez-vous attendu, vous devez être un chrétien catholique, recevant, pratiquant, mais pas question est de savoir si le docteur Yaïboni peut faire quelque chose en moins de 15 mois. Autre question, comment peut-on changer la mentalité des Béninois alors que plus de 80% sont alphabètes? Et pour terminer, monsieur l'invité, est-ce que la politique vous tend pour servir ce pays? C'est important pour moi.
Pierre Opati, bon dimanche à vous. Merci. Merci beaucoup. Le tout dernier intervenant à l'émission Ma part de vérité d'aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Quelques difficultés. Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. À qui avons l'honneur, s'il vous plaît? On m'appelle monsieur Akaro Lucien. Atao Lucien. Akaro Lucien. Akano Lucien. Alors, Vous me recevez? oui, nous vous recevons. Vous devez bien diminuer le volume de votre poste récepteur. Et... Je l'ai déjà diminué. J'ai même déjà quitté le poste. Voilà, nous vous écoutons. Nous vous écoutons. Nous vous écoutons, monsieur Lucien. Juste moi j'ai à dire dans ce que je remercie d'abord l'invité. Et je demande à notre président de la République de prendre au sérieux tout ce que ce monsieur vient de dire. Vous voyez, tout le gouvernement, tout le monde, tout le pays est politisé. Même les foyers sont politisés aujourd'hui au Bénin. Vous comprenez ce que ça veut dire? Hein, monsieur le journaliste? Oui, je vous écoute. Si le président peut prendre en compte ce que ce monsieur a dit, je crois que ce pays aura très bien. On aura des bons serviteurs du peuple. Vous voyez, à peine dans le gouvernement, il y a à peine 3 ou 4 ministres qui travaillent, qui sont des ministres crédibles. Tout le reste, c'est pour faire des marches sur marche. Hein, monsieur le journaliste, monsieur Chabelaï, c'est pas la première fois que moi j'appelle sur une émission, et c'est tout un plaisir pour moi d'avoir ce genre de monsieur à la télé. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'était le tout dernier intervenant à l'émission Ma part de vérité. Alors, monsieur docteur Tometi, voilà, vous venez d'écouter les différents intervenants. Certains ont manifesté leur satisfaction par rapport à tout ce que vous avez dit. Ils ont fait des contributions, d'autres ont posé des questions. Il nous reste très peu de temps en ce moment. Je vais vous laisser répondre de façon très succincte et nous allons mettre un terme à cette émission. Ok. Il y a M. François Dossou qui estime que, à m'écouter, ce n'est plus nécessaire qu'on aille aux élections présidentielles. Je ne vais pas répondre à cette question parce que je ne suis pas partisan d'une révision de la Constitution en fin de régime. Okay. Le problème, est-ce qu'on a besoin forcément de réviser la Constitution avant de faire une élection non corrompue? C'est la corruption électorale qui est la base de tous les problèmes que nous avons. Et cette corruption électorale est alimentée par le système partisan béninois, où des gens créent des partis politiques, non pas pour conquérir et exercer le pouvoir d'État ou le pouvoir local, mais juste pour faire des affaires. Donc nous avons deux types de partis politiques au Bénin. Il y a des partis de pouvoir et des partis d'affaires. Et il se trouve que les partis d'affaires sont les plus nombreux. Les partis de pouvoir, on peut les compter du bout des doigts. Et parfois, c'est même difficile de les identifier. Donc, le système institutionnel a besoin d'une refonte totale. Il faut avoir le courage de le dire. Refuser de le faire, un jour, nous serons rattrapés par l'histoire. Monsieur Dossou-Ovo, je ne sais pas si Boko Haram est au Bénin. Je ne sais pas, ce n'est pas de ça que je parle. Mais nous sommes dans un environnement où nous ne pouvons pas être indifférents à ce qui se passe au Nigeria. Ce que je voudrais dire de façon formelle, c'est que le Bénin doit rapidement élaborer une cartographie des lieux de culte avec un système de géoréférencement de tous ces lieux. Quand on a fait ça, les hommes de la sécurité savent ce qui doit suivre. Je n'ai pas besoin d'aller au-delà. Mais le deuxième élément important pour moi, que Boko Haram soit déjà ou pas au Bénin, c'est que le Bénin a besoin d'une véritable réforme du secteur de la sécurité. Véritable réforme. Le temps ne nous permet pas de rentrer dans les détails. Et qu'est-ce que je mets dedans? Première exigence, il faut mettre aux normes toutes les unités de sécurité du territoire national. Parce que nos unités ne sont pas aux normes. Vous savez, la mise aux normes d'une unité de sécurité, c'est le point de départ de la sécurité. Et cela veut dire, c'est quand l'homme
de sécurité est en sécurité, qui devient un producteur lui-même de la sécurité pour pouvoir veiller sur les populations. S'il est en insécurité, il ne peut pas produire de la sécurité. C'est pourquoi la mise aux normes des unités de sécurité, c'est indispensable. Puisqu'ils nous entendent, ils savent ce qu'on met dans la mise aux normes d'une unité de sécurité. Okay. Monsieur Dagloria, l'avantage des réformes de l'État. Oui, moi je ne suis pas invité sur ce plateau pour parler des succès ou des avantages des réformes de l'État. Je suis venu pour partager avec mes compatriotes les causes d'échec des réformes. Je m'en tiens à cela. Parce que la grande majorité, hein, c'est un échec. Quelqu'un me disait l'autre fois qu'il a entendu que depuis l'indépendance, seul le régime actuel a pu avoir un taux de croissance du PIB de 6%. Oui, quelqu'un l'a dit. C'est totalement faux. Totalement faux. Vous voyez, c'est là que ça nous fait parfois mal. J'ai comparé tous les régimes depuis 1961 jusqu'à 2012 dans ce document par rapport à leur capacité à créer la richesse nationale. Vous allez constater qu'en 1981, le gouvernement du général Mathieu Kérékou a effleuré un taux de croissance à 2 chiffres. On était à 9,95%. J'ai comparé aussi, par régime, l'évolution de la filière coton, les performances de la filière coton. Je ne veux pas me prononcer sur certaines questions. Vous savez, le secteur agricole, c'est le secteur le plus politisé au Bénin. Parce qu'il y a un électorat potentiel qui est là. Et c'est aussi le milieu où il y a le taux d'analphabétisme le plus élevé. Aucun régime politique ne veut lâcher le monde rural. Donc c'est le monde le plus facilement manipulable. J'ai été moi-même du milieu pendant quelques années. Hein, j'ai quitté le milieu il y a 20 ans, mais j'ai toujours travaillé sur ce milieu. Hein, donc je connais un peu ce secteur. Et je n'en dirai pas plus. Alors, Monsieur Fataï, oui, ce document notionnel, c'est même écrit là-dessus, ce livre n'est pas à vendre, il a été concocté pour vous. Mais je ne vais pas le distribuer à des gens qui vont aller parquer ça quelque part. Vous comprenez, c'est avec mes petites économies que moi je produis tout ça. Ce n'est pas un bailleur de fonds qui me finance ça. Hein. Il y a des gens dans ce pays qui ont de l'argent, mais pour produire un petit truc, eux, ils vont demander de l'argent au bailleur de fonds. Vous comprenez? C'est parce que je porte mon pays dans mon cœur que moi, je me permets de faire ça. Hein. Donc, je vais cibler les gens à qui je vais donner ce document. Et d'abord, je ne l'ai pas produit seulement pour le Bénin, je vais l'envoyer dans 18 pays africains. C'est ça. Voilà. C'est un document qui peut former des ministres, qui peut former la classe politique, qui peut former des DG, des maires, etc. 797 notions pour vous aider à prendre conscience des enjeux de développement de votre pays. La carte que j'ai présentée tout à l'heure, c'est la carte de délégué à la Conférence nationale des forces vives de 1990. Et je disais que depuis 1990, je l'ai gardée en poche pour que cette carte me rappelle que j'ai un devoir envers mon pays. Et ce devoir, ces productions font partie de ce devoir. Hein? Il y a ceux qui choisissent la voie partisane, il y a ceux qui choisissent la voie intellectuelle pour opiner sur des questions, faire des propositions. Combien de candidats souhaitables pour 2015, je n'en sais rien. Combien de ministres pour notre pays? Raisonnablement, avec 15 ministres, on a déjà fait ce qu'on a fait. Ce pays sera mieux gouverné. Parce que le problème, on a de gros problèmes de coordination de l'action gouvernementale. On a de gros problèmes de cohésion gouvernementale. Parce que nous sommes individualistes, nous n'avons pas appris à travailler ensemble. Et vous savez, le système gouvernemental au Bénin, depuis la conférence nationale, c'est un genre d'ascension, quoi. Les gens ne partagent pas d'idéologie, ils ne partagent pas des valeurs, il suffit de fabriquer un parti politique, et ça y est, avec ça, vous allez faire votre négociation, et puis on vous nomme ministre ou quoi. Ou bien, bon, vous êtes dans un réseau culturel, vous faites voix, vous démontrez, vous avez une capacité de mobilisation, vous devenez ministre.
Et je vous ai dit, si vous ne comprenez pas la notion de délinquance, vous ne pouvez pas savoir pourquoi on vous appelle excellence, pourquoi on vous appelle honorable. Et c'est parce qu'on sait que nous sommes tous des délinquants que vous, en portant le titre d'appellation contrôlée qu'on appelle excellence, vous allez nous aider, nous autres, à devenir excellents. Et pour cela, vous devez être exemplaires. Mais combien de ministres ont étudié, savent exactement ce qu'on met dans ce mot excellence? Combien de députés savent pourquoi on les appelle honorables? Ils connaissent même l'origine de... C'est l'origine que je viens de vous dire, que c'est le mot délinquance qui a généré tout ça. Le délinquant n'est pas que celui qui a volé un cabri qu'on a mis en prison, ou celui qui a volé des milliards qui circulent en 4x4 haut de gamme que tout le monde voit, qui est dans l'impunité. Nous sommes tous des délinquants. Et nous devions travailler notre perfection pour tendre vers l'excellence. Comment peut-on faire pour que... Bon, le monsieur a demandé, il faut qu'on me confie un secteur... À guérir. Non, ça ne se décrète pas comme ça. Hein? Désolé, moi je suis technicien, je reste dans mon schéma de technicien. Je n'ai qu'une légitimité technique. Voilà. Je forme des réformateurs, ça c'est pas un secret, on peut aller vérifier dans les pays où je suis passé. J'ai coordonné plusieurs réformes, hein, des équipes parfois très lourdes, que ce soit en Guinée, que ce soit en Mauritanie, au Burundi. Là, j'ai coordonné des revues institutionnelles pour la mise en place de réformes. Vous voyez, j'ai formé, je vous ai dit, 2 générations de réformateurs au Mali. Bon, donc, on n'est pas néophyte par rapport à ça, mais on est dans un pays où on aime gaspiller. Soit tu fais la politique, soit tu fais la religion, soit tu as beaucoup d'argent pour être reconnu. Mais moi, ma voix n'est pas ces 3 voies-là. Hein? Vous allez sur mon compte, vous allez voir, j'ai rien là-dessus. Je trouve, j'ai investi dans la réflexion sur mon pays. Moi, j'ai fini déjà d'avoir une relation affective avec l'argent. Vous savez, le mot humilité, son origine, le mot humilité vient de humus. C'est le mot humus, la gadouze, un corps décomposé. Les végétaux, les animaux, les hommes décomposés, c'est ça l'humus, n'est-ce pas? Et quand c'est décomposé, ça va faire pousser des maïs, des haricots, des animaux vont manger pour alimenter la chaîne alimentaire. Nous sommes tous humus. Et c'est le mot humus qui a donné humilité pour nous rappeler que nous sommes tous mortels, nous sommes tous pourritures. Et ça rejoint encore le mot délinquance. Et si vous ne savez pas que vous êtes humus avant d'être ce que vous êtes à travers le titre d'appellation contrôlée, vous ne pouvez pas être un homme humble. C'est ça. Que le PR s'appuie sur ce que je fais, moi je n'ai plus rien à faire. Depuis 2009, moi j'ai adressé des choses au PR. Le père André Quenom, paix à son âme, m'a demandé de faire une réflexion. Ça a été publié en janvier 2009 dans La Croix. Après ça, j'ai produit tout ça. Ce n'est pas vendu, c'est distribué. Les agents secrets de la République suivent tout ce que nous disons là. Sa cellule de communication suit tout ce que nous disons là. Certains de ses collaborateurs me connaissent très bien. Non, moi, je ne suis pas... je ne suis pas dans cette logique. Je fais ce que j'ai à faire pour mon pays. Je continue mon chemin. Je vous remercie. Alors, monsieur Narcisse Simon Narcisse Tometti, spécialiste, consultant, chercheur, formateur et conférencier, spécialiste des questions institutionnelles et du renforcement des capacités, ingénieur d'agriculture gradué en ingénierie de développement local, détenteur d'un DEA, interface homme-nature et problèmes d'aménagement de l'université Jean Moulin III, détenteur d'un doctorat de géographie à l'université de Limoges. Monsieur Simon Narcisse Tometti était notre invité et ce jour, on a parlé de l'échec des réformes publiques. Pourquoi toujours ces échecs? C'est un plaisir de vous recevoir. On a parlé avec vous de ce qu'il faut changer, comment changer des dispositions personnelles des réformateurs, de la dimension spirituelle même qu'on doit avoir lorsqu'on a une équipe de réformateurs et qui peut initier les réformes. Il faut d'abord commencer par comprendre ce qu'est la réforme. C'est un plaisir de vous recevoir. Je le disais à l'entame de cette émission, il est extrêmement difficile de vous mettre la main là-dessus, Monsieur Tometti. Nous en sommes persuadés, la chance de vous avoir encore prochainement sur ce numéro pour partager vos connaissances avec nous. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci infiniment. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain.